Schlotheim, dans la région du Thuringe, une petite ville tranquille de 4000 habitants qui a vu sa population augmenter de 20% en quelques mois. En janvier, 800 réfugiés se sont installés dans cette cité en bordure de la ville. La plupart sont originaires d'Afghanistan et de Syrie. Leur priorité, apprendre l'allemand pour s'intégrer. Sie ist verheiratet. Mandy est bénévole. Elle vient ici 3 fois par semaine pour donner des cours. Notre objectif, c'est qu'ils apprennent l'allemand pour qu'ils puissent ensuite intégrer l'école. On essaie d'évaluer leur niveau pour déterminer leur classe. Certains d'entre eux savent beaucoup de choses, mais il y a des enfants qui n'ont jamais été à l'école et ce ne sera pas facile de les intégrer dans une classe normale. Ce foyer a été créé à la hâte après l'arrivée de plus d'1 million de demandeurs d'asile en 2015. 4 travailleurs sociaux ont été recrutés pour s'occuper d'eux et les aider dans leur installation et leurs démarches administratives. Rien que l'inscription à l'école, c'est beaucoup de paperasse que les réfugiés ne peuvent pas assumer seuls. Ensuite, dans les formulaires à remplir à l'agence pour l'emploi, les caisses d'assurance maladie, les demandes d'asile, tout ça, c'est vraiment beaucoup de papier. Apprendre la langue, s'adapter au quotidien en Allemagne, un effort de tous les jours pour ces réfugiés qui sont isolés du reste de la population. Nombre d'entre eux le vivent comme un frein à l'intégration. Hier, wir sprechen Dari, Farsi und in Schule alle Afghanisch und wir sprechen Dari. So wir kann keiner sprechen gut Deutsch. L'Allemagne, c'est super. Mais dans les villages comme ici, il n'y a pas d'école, pas de possibilité d'étudier pour nos enfants. On aimerait être dans une grande ville. Leur seul contact quotidien avec la population allemande, ce sont ces allers-retours entre la cité et le supermarché de la ville. Mais ici, la présence de ces migrants continue de susciter des inquiétudes. Ils mettent des réfugiés devant notre porte et nous disent « débrouillez-vous ». Mais il s'est passé tellement de choses depuis qu'ils sont là. Par exemple, ils ne savent pas faire du vélo correctement. Je l'ai constaté encore tout à l'heure. Ils font du vélo sans se soucier ni de la circulation ni des voitures. On ne peut plus faire ses courses tranquillement, ils parlent sans arrêt. Ce n'est pas agréable. Du coup, je fais mes courses le matin pour les éviter, car ils dorment longtemps. Le choc des cultures à petite échelle. Alors pour briser les barrières, la paroisse locale a créé un groupe de bénévoles. Leur mission, organiser des activités pour les habitants du centre comme ces cours d'art plastique. Une 50aine d'habitants s'impliquent au sein de l'association. Aucun d'entre nous ne savait à quoi s'attendre. Et personne ne nous a dit ce que l'on pouvait faire pour aider. Notre pasteur nous a dit, on y va, on voit comment ça se passe. Et on a rencontré des gens tellement gentils qu'on s'est dit, on va se mobiliser pour les aider. Ce jour-là, le pasteur fait découvrir aux habitants du foyer un site internet créé par la région pour mettre en contact la population locale et les nouveaux venus. Pour lui, c'est la société civile qui doit désormais prendre le relais dans l'intégration des réfugiés. Vous pouvez vous inscrire sur ce site internet et publier des annonces si vous avez besoin de baskets de football ou encore si vous cherchez un appartement. Les réfugiés reçoivent certes de l'aide de l'État, mais l'État ne peut pas tout faire et il ne peut pas créer des possibilités de rencontres entre les Allemands et les migrants. Cette démarche, il faut qu'elle vienne de la population elle-même. Un travail de longue haleine. Selon une étude publiée au mois de mai, la moitié de la population pense que la présence des réfugiés aura un impact négatif sur le mode de vie en Allemagne. Et on revient sur cet exemple avec notre invitée du jour, Barbara Kunz. Bonjour. Vous êtes chercheuse au comité d'études de relations franco-allemandes à l'IFRI. Pour en revenir à ce cas, il est quand même très particulier. Toutes les villes d'Allemagne ne voient pas leur population gonfler d'un coup comme ça de 20%. Hein. Non, c'est une petite ville, mais en même temps, ça montre bien un des problèmes qu'on rencontre, c'est que les réfugiés, il fallait bien les loger quelque part. On les loge où? Là où il y a de la place. Et de la place, forcément... Ils sont tous envoyés au même endroit, c'est ça la problématique à laquelle vous faites référence aujourd'hui? Pas forcément envoyés dans la même région, mais c'est dans les villages qu'il y a des écoles qui sont vides parce qu'il n'y a plus assez d'enfants, ce genre de choses. Donc c'est là que, pour le premier accueil, c'est là qu'on a trouvé de la place pour loger ces réfugiés. Donc, ce qui explique aussi que vous avez pas mal de villages comme celui de Schlotheim qu'on vient de voir. C'est pas un cas unique. Non, c'est pas du tout un cas. C'est pas une simple anecdote. Ces villages, ils étaient prêts à accueillir les réfugiés ou ils ont dû tout réinventer, tout repenser
très vite? Je pense que beaucoup s'est effectivement fait à l'improviste. On a dû préparer la population, mais aussi les administrations locales qui n'étaient pas du tout habituées à accueillir ce genre de personnes et ce genre de problématiques. Après, il y a eu la dimension logistique, tout simplement, qu'il a fallu rénover des bâtiments, mettre des lits, etc. Alors pour les réfugiés, on l'a vu, il y a de nombreuses problématiques qui se posent. S'intégrer, oui, mais c'est pas si simple. C'est pas si simple du tout. C'est un problème linguistique déjà, c'est un problème culturel qui bien sûr va au-delà des règles du trafic du vélo. Comme on a pu l'entendre. Et bon, il y a des efforts qui sont faits, mais ce sont des efforts qui restent, je dirais, nécessairement superficiels, parce que c'est pas en quelques heures de cours de langue qu'on apprend à comprendre une société. Concernant l'intégration, on évoque assez souvent ici sur ce plateau les problèmes de bureaucratie, les démarches qui sont extrêmement longues pour ces réfugiés. C'est toujours le cas aujourd'hui? Alors je pense que la situation s'améliore un petit peu. On a pris des mesures afin de rendre plus rapide le processus bureaucratique pour les demandes d'asile. On essaye de simplifier l'accès au marché du travail, qui est considéré comme un des vecteurs principaux pour arriver à intégrer toutes ces personnes. Donc on bouge doucement, mais dans le bon sens. Alors, il y a de réelles problématiques pour ces réfugiés, pour parvenir à s'intégrer vite, on vient de le voir. On parle peut-être un peu moins souvent des problématiques que ça pose aux populations locales qui voient débarquer ces populations. On sent que le ton, il est quelque peu en train de changer. On se souvient de ces pancartes « Bienvenue dans notre pays » il y a un peu plus d'un an. Quand les premiers réfugiés débarquaient, l'Allemagne a ouvert ses portes et la population semblait suivre dans ce sens. Le discours aujourd'hui, il change. Le discours change un peu. Après, il faut voir aussi qu'il y a des différences, disons, qui sont liées à la ville. Les gens qui étaient là avec leurs pancartes à la gare de Munich, c'était des gens qui habitent dans les grandes villes, plutôt bien éduqués, ce genre de choses. Alors que là, pour reprendre l'exemple qu'on vient de voir, c'est une population rurale, souvent dans des régions qui sont très touchées par le chômage. Donc, je pense que ça dépend vraiment à qui vous parlez. Après, quand on regarde les sondages, l'ambiance reste quand même assez stable. Le AfD, le parti populiste de droite, reste à 10% dans les sondages au niveau national. Donc je pense qu'on est quand même relativement loin de toute dérive nationaliste qui serait la conséquence de cette migration. La question, elle se pose malgré tout. Après la récente percée au régional de l'extrême droite, ça fait peur. C'est une problématique qui est régulièrement évoquée, d'autant que cette crise migratoire et ce risque qui est régulièrement agité par les mouvements populistes, c'est un outil de rhétorique assez efficace, non? Oui, tout à fait. Et je pense que les dirigeants allemands en sont parfaitement conscients de tout ce risque qui existe. Et on prend d'ailleurs aussi des mesures qu'on pourrait peut-être pas qualifier de symboliques, mais qui vont quand même dans ce sens. L'Allemagne va adopter dans les prochaines semaines, pour la première fois de son histoire, une loi sur l'intégration. Et ça, c'est une loi qui formule aussi des demandes d'intégration vis-à-vis des réfugiés, donc qui vraiment définit des critères. Si vous ne faites pas ci, comme par exemple apprendre l'allemand, vous n'aurez pas de soutien financier, etc. Donc je pense que ça, par exemple, ça fait partie des mesures qu'on prend pour montrer aux Allemands qu'on prend cette problématique très au sérieux. Quoi qu'on ait pu en dire de l'Allemagne ces derniers mois, le pays il fait toujours figure de modèle en matière d'intégration de ces réfugiés, en matière de politique migratoire. Je pense que l'Allemagne a eu beaucoup de mal déjà à accepter le fait qu'elle soit terre d'immigration. Et on se réveille doucement. Cette loi sur l'intégration dont je viens de parler en est la première étape. Mais je pense qu'en ce moment, on est toujours en train de chercher, d'essayer de comprendre comment on peut intégrer toutes ces personnes dans la société allemande, sachant que les précédentes expériences d'intégration, par exemple de la population turque, ne sont pas forcément un succès univoque. On parlait tout à l'heure du risque de l'appel populiste, des voix populistes. Il y a un pays voisin qui a failli céder la semaine dernière, c'est l'Autriche, qui a failli élire à sa tête un président issu de l'extrême droite. C'est finalement le candidat écologiste qui l'a emporté. C'est une menace qui est de plus en plus perceptible.
C'est une menace qui est de plus en plus perceptible, effectivement. Je crois que c'est aussi une menace parce qu'on commence à voir quelque chose en Allemagne qu'on n'a pas vu ces dernières années, c'est le vote protestataire. C'est-à-dire que les gens, même s'ils ne sont pas forcément d'accord avec le programme du parti populiste de droite, qui en l'occurrence en Allemagne est donc le AfD, mais qui ont une telle envie d'exprimer une attitude anti-système qu'ils décident de voter pour l'AfD en dépit de leurs propres convictions. Et je pense que ça, c'est au moins aussi dangereux que les vraies convictions racistes qui, bien sûr, existent aussi, mais qui restent largement minoritaires. Merci beaucoup, Barbara Kunz, pour votre éclairage. C'est la